Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée, j'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que vous allez nous suivre jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe habituelle du lundi matin. Nous serons ensemble avec Jawdet Gessouma. Bonjour Jawdet. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va, bien. Samira Hadjamar également. Bonjour Samira. Ça va? On est habillés pareil. Oui, on ne s'est pas donné le mot. Liaison même pour le n'a pas de bijou. sens. Ouais. Pas donné. Oui, comme par hasard. Et voilà, ça fait plaisir. On est dans ta main Évidemment. Moi, je l'ai acheté Bébazone. On rend Mais un hommage à artisan nos Touareg. artisans. On rend hommage à nos artisans. Voilà. Alors, on va beaucoup parler donc de belles choses, encore une fois. Un beau voyage à travers Oui. la Numidie ce matin. Oui, Dans la un mosaïque kaléidéoscopique, pardon, qui est un savoir-faire local algérien purement. Très bien. Bien avant la romanisation, j'ai démarré, mais Ouais, bien. mademoiselle, D'accord, on va donner un... Et Jawdet va nous parler d'un grand monsieur de la comédie algérienne, donc Rouich Allah yarhamou. On va aller plonger dans le musical Un algérien. peu, oui, Un voilà. Musical, théâtre, on va Tout à faire fait. un petit passage par-ci pour là. Voilà. Et vous le savez aujourd'hui, ceux qui aiment la nature le savent en tout Oui. cas. Vous aimez la nature? Oui. J'adore. Ouais. J'ai vu notre Voilà. invité. J'ai eu le plaisir de Avec la découvrir. tenue, Voilà. bien sûr. C'est la Direction Voilà. Générale des Forêts aussi Personne qui va être charmante. là. Voilà, on va pas spoiler. Toujours. Tout à fait. On aura à parler de la Journée mondiale des zones humides. Oui. C'est important. Elle est célébrée chaque année, donc partout dans le monde. C'est important donc de parler de nos zones donc humides et surtout revenir sur les 50 normalement 7. Moi, je l'ai entendu à la radio. On va voir avec nos invités. JP. Nos zones humides sont à protéger absolument, elles sont merveilleuses, donc il faut aussi en parler. Cette fois-ci, c'est le patrimoine qui primera autour donc, du thème, donc des oasis aussi qui seront mis à l'honneur. Les oasis seront mises à l'honneur. En tout cas, voilà. Donc nos deux invités, une représentante du ministère de l'Environnement et celle donc, de la Direction Générale des Forêts seront là pour nous en parler en détail. Nous aurons des jeunes étudiants en informatique seront là pour nous parler d'un hackathon. Ils ont pris l'habitude donc d'organiser des hackathons qui durent 2-3 jours, en tout cas avec des nuits bien pleines, où ils planchent sur une problématique d'une société et pour trouver des solutions innovantes. Et à la clé, bien sûr, celui qui remportera le concours aura probablement aussi à gérer une start-up. Ça fait plaisir. Ce sont des jeunes, en tout cas, très dynamiques qui seront là pour nous en parler en détail. D'autres nouveautés, c'est en tout cas la création d'un centre national de l'autisme. On en parlera, c'est en tout cas un projet. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Farah Assid, qui est la présidente de la fondation Ilias. Elle sera là pour nous parler donc de tous ces problèmes autour de l'autisme, mais pas que. Donc on trouver des solutions, des prises en charge. Et surtout, comment accueillir ce centre. Ça doit faire plaisir à beaucoup donc, de parents qui ont des enfants autistes. Nous aurons également à recevoir Nesrine Bourahla, qui est la présidente de l'association Ahl El Fun. Elle sera là pour nous parler aussi d'une belle comédie musicale qui aura lieu donc, au TNA. Et ça sera donc à partir du 5 donc, février. C'est intitulé Khatem Zahir, une belle donc, comédie musicale aussi en hommage aux personnes en situation de handicap. C'est donc tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis je vous laisse tout de suite avec cette belle chanson. 3 artistes, bien sûr, font une belle reprise. C'est Rachid Kousseila, Zaki Mehoubi et Yassine Ibrej. On se retrouve juste après. حتى نور وظن غارة صار وحسان قريبة تفلو هاي مجرب الهلاك والريثيد دوا حلو أرواح أرواح العبادة ربايد الصلاة أرواح أرواح غربي كل الصالح إيا والإخوان ما نروح أو لما
السر يا تنظر الشيخ موح لا عيون الباز مكحل ويكتفن ذقذك الرسول ويتساقد ما يوحل أرواح ربي يقل الصاح أرواح لعبنا ربي الصاح واحد الغزيال واحد الغزيال بجمال سباني واحد الغزيال بجمال سباني واحد الغزيال سيد وسمي ثرح ضايوسين ورقانا غيظ ذواس تخمام يسقى في الليثاس وتسفر في الفلاس عفافا مدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس عفافا ومدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس شقعثة سدياس شقعثة سدياس فلاس ويصبروني ونزوج غفلاس فلاس ويصبروني ونزوج غفلاس لقيتها في طوافي التسعة لقيتها في طوافي الساعة لقيتها في طوافي تسعة استغنم الحجة والتوابين استغنم الحجة والتوابين يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت هذا ما هو محل الخطاب هذا ما هو محل الخطاب يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 عفاكم الله. Voilà, c'est une belle reprise, encore une fois, un exercice donc de nos artistes algériens qu'on salue. Eh bien, tout de suite, ils sont là déjà, ils sont prêts. Rebonjour nos amis, on est toujours heureux de les retrouver. On va commencer avec toi, Jawdet. Oui. On va parler donc de ce possible, musical. Et puis ce qui nous fait plaisir, c'est toujours de rendre hommage à de grands noms de la comédie et surtout donc nos artistes algériens, à savoir Rouiched cette fois-ci. Oui, Rouiched, donc c'était l'occasion. Il y a eu un hommage qui a été rendu il n'y a pas très longtemps au TNA, où il y a eu une évocation de son œuvre. Il a fait quelques beaux jours donc, au TNA. Donc il nous a quittés le 28 janvier 1999. Et Rouiched a un parcours vraiment... Un beau parcours. Avant de te laisser parler, continuer, on va voir tout de suite. Ah oui, voilà. Là, on va commencer par une Allez, petite image qui va te faire voilà. plaisir. Tout de suite. Allez, on y va. Donc, agenda culturel, Eclectica, bien sûr, pour Jawdet. On va parler donc du parcours de Rouiched, qui est un monsieur qui est arrivé bientôt au Théâtre National. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il était tout jeune. Dans les années 40. Donc, il est le frère de Arsqi Chaïb. Donc, c'est le demi-frère de Arsqi Chaïb. Il est natif. Arsqi Chaïb, c'est donc Hajj Mrizq, Oui. Allah yarhamou, qui nous a quittés en 1955. Hajj Mrizq était né à la rue de Thèbes, donc c'est dans les environs de la rue de Thèbes que Rouiched naquit. Et il a fait plein de petits métiers. Et il a rejoint la troupe de Abdelhamid Ababsa pour Starja ya Asi. Reviens ton esprit au inconscient, n'est-ce pas? Je suis consciente.
Et donc, son interprétation, elle avait sauvé la pièce, parce qu'à un certain moment, c'était un four intégral. Et sa participation, presque par hasard, dans cette pièce, a sauvé cette pièce. Et c'est là où il intègre. Parce que Rwishid était, disons, promis à une carrière sportive. Mais bien évidemment, toutes les chances n'étaient pas données aux autochtones et aux personnes, aux Algériens à l'époque. Donc, et c'est dans les années 40 qu'il intègre le théâtre, aux grandes dames de Mouhidine Bachtarzi, qui n'aimait pas tellement son côté un peu musical, un peu léger et tout. Et pourtant, voilà, donc... il était brillant dans ce qu'il faisait. Il a fini, voilà, par s'imposer dans le musical avec des gens comme Rachid Qsentini, Mustafa Badir, Nadjet Tounsi, Sudali Fernandel, bien sûr. Oui, Sudali Fernandel, Mohamed Touri, Mustafa Kateb, tout ce panel d'artistes. Cet éventail d'artistes lumineux qui l'ont aussi accompagné. Aussi, donc il a fait beaucoup de sketchs, beaucoup de choses très très intéressantes avec Gerwabi. Oui. Gerwabi, Fadel Adziriya. Ils étaient tout le temps au TNA. Ils étaient tout le temps au théâtre. Et Rwishid n'est pas juste une sorte de trublion clownesque, un peu qu'on a souvent comparé à Charlie Chaplin. Ça a été quelqu'un qui a écrit, ça a été quelqu'un qui a beaucoup écrit, le Roula, le Bouaboun, à la fin des années 60, au début. Ça, c'est Rwishid. Voilà, Rwishid dans un rôle. C'est vrai qu'on voit un peu la proximité avec Charlie Chaplin. Et donc, il a fait beaucoup de musicals, Dunia Belktaf, qui est la plus connue. Il a fait des participations avec Rachid Qsentini, Mohamed Touri et tout. Et puis, il a fait 3 titres chez Pacific, aux éditions Pacific. Il avait fait 3 titres qui sont un peu passés inaperçus. Mais voilà, il a un parcours très éclectique. Et où il a joué beaucoup sur des films. Où il s'est créé le personnage de Hassan, c'est lui. C'est un peu autobiographique. Parce que quand ils ont commencé, il a fait tous les Hassan. Et même ce personnage de Hassan a commencé un peu au théâtre. Avec le Bouaboun et tout, où il fait des satires sociales. Et il avait aussi un univers où, quand il a écrit beaucoup de pièces et il les a mises en scène. Donc, j'ai eu la chance en 1992. Il y avait des artistes comme Ali Dilan qui était dessinateur de presse, mais il est d'abord peintre plasticien, avec Tarek Msli, Majid Gmroud, Rachid Nassib. Tout ça, c'était une bande de gamins, des artistes, d'enfants terribles un peu. On avait tous les cheveux bouclés. On avait fait une fresque immense qui faisait 6 mètres de haut pour le Bouaboun. C'était un hommage à Rwishid qui avait repris sa pièce qu'il avait fait en 1970 au TNA et qu'il avait repris en 92 donc au théâtre. Et Sid Hamda Goumi nous avait demandé de faire là c'est Hadj Mriza Qishaib qui est le frère de Rwishid, le demi-frère. Le demi-frère, voilà. Donc, et donc on avait fait cette fresque au TNA. Agoumi voulait rendre hommage. Sid Hamda Goumi était directeur du TNA à ce moment-là. Et il nous avait demandé de lui faire une fresque. C'était une fresque immense. Et on a eu la chance de participer, de voir les répétitions. Donc vous voyez des monstres sacrés. Là, c'est le trio Qsentini et Mohamed Touri. C'est une très belle pièce. Vous pouvez la voir d'ailleurs sur les sites ou là sur YouTube de l'NTV. C'est de très beaux morceaux, du genre de ces 3 enfants terribles, de 3 turbulents personnages que sont Rachid Qsentini. Alors c'était une alchimie entre Mohamed Touri, Rachid Qsentini et Rwishid. Et c'est un grand moment. Donc je reviens au TNA et vous voyez Nouria, vous voyez Abou Jamal, Sid Ali Kouiret, Mustafa Bennani, beaucoup d'autres qui ont joué
pour beaucoup, la première version de Bouaboun, reprise au théâtre, vous les voyez devant vous, je vous jure, c'était un grand moment. Et puis au théâtre, parce qu'on les voit tergiverser, parler, oh, Ami Ahmed, parce que ما يطولوش رويشد, يطولوا Ami Ahmed, c'était Ahmed Ayad. Et c'est donc. Il forçait le respect. Il forçait le respect. Son fils, qui par la suite a fait de la comédie, Oui, comme oui. lui, il était très On confond exigeant. beaucoup avec Omar Lilab. Non. Non, Marouf. Oui. Omar Marouf. Oui. On confond beaucoup. Mais Ahmed Oui. Ayad. Ayad, le fils est différent et il a sa personne ressemble d'abord beaucoup au son père. Et il est aussi très très ancré dans la comédie. Mais Rouiched est aussi un immense comédien. Quand vous voyez le rôle du méchant dans Le Pyramide de bâton de Hamda Rajdi, c'est extraordinaire comment il fait ce passage d'un rôle à l'autre, d'un état à l'autre. Oui. Et donc Rouiched nous a baignés. C'est une troupe. Là, ça c'est la troupe qui a joué. D'ailleurs, il y a Omar Marouf en bas assis avec Sidi Ali Kouiret. Il y avait Nouria, Fatiha Barb. Ils étaient tous là. D'ailleurs, Rouiched a joué le mari intégral, entre guillemets, avec beaucoup de femmes sont passées dans sa vie. Oui. Ce n'est pas interlope ce que je dis. Oui. C'est juste qu'il a eu, alors là, Kultoum, une immense complicité. C'était beau. Nouria, Selwa, Fatiha Berber. Fatiha Berber. Tous passés comme ça. Et dans des choses très humanistes avec une réplique très vraiment Aïmat Imak. Ça, c'était les trucs algérois par principe. Moi, je me souviens, mon grand-père, il nous lançait toujours cette réplique. Et donc, on le voyait souvent vers Farhat Boussaad ou alors à El Biar où il nous a quittés, donc le 28. Il y avait Hassan Taxi, Hassania. Donc voilà, avec toute cette série de Hassan. Et la série le film un peu fondateur de Hassan Théo, parce que Rouiched a fait de la prison pour ses opinions théâtrales et tout, où il y avait une conscience. Et donc, je vais vous dire exactement, il a fait donc de 57 à 59, il a été incarcéré à Sarkadji quand même. Donc, c'est son histoire, son autobiographie lancée par Marzak Hamina, lui a fait beaucoup, puisqu'on le crédite comme auteur. Oui. Et on ne l'a jamais crédité comme dialoguiste et tout, alors qu'il a apporté, dans les dialogues, il a apporté beaucoup de choses dans ses films, et ça a servi à illustrer un peu. On a tous été bercés par ces comédiens. Moi-même, j'ai été bercée parce que ma mère aimait beaucoup donc, cette comédie, ce musical à travers Rachid Qsantini, Mohamed Touri, et on avait ces chansonnettes. Oui, c'est le comique troupier, c'est-à-dire la troupe du musical, qu'il a fondamentalement maîtrisé, puisqu'il a beaucoup écrit dans le musical. Je disais tout à l'heure qu'il avait édité un album chez Pacific, aux éditions Pacific, et il faisait énormément de tournées, puisqu'après, bien sûr, il était la troupe du FLM, mais ils ont fait énormément de tournées musical, et c'est le spectacle, le jeu, pas l'opérette, mais presque, avec toujours une note humoristique et tout, et au fond, il y a toujours un fond, évidemment, connu de nationalisme de l'époque. Et il reste un monument de la culture algérienne, que ce soit dans le théâtre, dans l'écriture théâtrale. Là, on écoute. Donc, une interview de quelques avis. Ça, c'est la pièce. المعلم الجيجان والحم ويلا تكلم جيبها له قاف الدنيا بالكتاب اللي ما عندوش وين يدنا يخاف بالك ما تصحلوش كي جنح ويطير ما عنده ما يدير واللي عنده الكتاب ما عنده ما يخاف تكون في فابريكا
Oui, il y la avait fin le- des années Ah oui, 50, il y avait le théâtre radiophonique les années aussi. 60, voilà, il a beaucoup joué avec les gens, bon, les Amarou Hadda et tout le panel de nos artistes qui C'était étaient un à régal, l'époque. hein, C'était de un l'époque. régal. Il y a beaucoup d'œuvres de lui à la radio, C'est ça, la les télé. archives de la télé et tout ça. Et puis, beaucoup de ses textes sont donc au TNA, Tout au à fait. théâtre. Alors, il faudra rendre hommage aussi à un supporter, parce que lui, il était d'Elbiar et il aimait jouer au football. Il y a rendre hommage à Monsieur Khalifa Ablil, un grand supporter de l'équipe d'Elbiar. La Encore une fois, JSB, ça, c'est- à qui on rend hommage, ça va, ils vont faire de bons résultats. Voilà. Le Ham, ça promet. Voilà, ça c'est pour ceux qui Étant aiment le tous des football. supporters tout de à la fait. JSB. Tout à fait. Voilà, Allez, donc, merci voilà. beaucoup, Merci, Jawdet. donc, C'était voilà. donc un plaisir de parler À de Richard redécouvrir, Tornado et de découvrir tout son talent et son travail. On va passer tout de suite à Écume et Patrimoine avec Samira Hadjarmal qui a été toute sage en écoutant. J'aurais pu dire Zakia Mujahid, je ne l'ai pas dit. Voilà. Ouais, Allez, voilà. tout de suite. Écume et Patrimoine. Alors c'est vrai, les répliques nous ont toutes collées à la peau. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont répétées. Oui. On les retrouve. Il y a Oui. beaucoup d'extraits des Pardon, films de vous Louis pouvez Chedid. dire la réplique C'est Zakia Mujahid. dans votre C'est vrai. exprimé par vous, c'est formidable. Et surtout quand on a des amis qui s'appellent, enfin des copines qui s'appellent Zakia, on leur fait souvent Voilà. ce genre C'est de ça. réflexion. Zakia Rajlek Rja Moujahid, avec Oui. la fameuse image. Ouais, C'est un hommage aux femmes qu'avait l'Akhdar Hamina Sne, parce que la Militante femme était aussi. au courant Aussi. et elle Qui cachait des armes. Les armes. qu'elle tourne, voilà. Merci pour tous ces détails. Allez, cette fois-ci, Samira va nous emmener carrément dans la Numidie profonde. Oui, à bien sûr. travers le kaléidoscope. Oui, C'est la mythe kaléidoscopique. Allez, Voilà. je vais dire à votre place. C'est écrit Voilà. en phonétique, Annie. Je ne vais pas mentir juste pour ne pas me tromper, mais tu l'as dit, c'est un savoir-faire numide, algérien. Oui. Typiquement algérien, local, qui date bien avant on va dire la romanisation complète. On a daté une mosaïque qui est exposée au musée de Cirta, à Constantine. On va la voir peut-être, Ouais, on va aller on voir va passer les images. On l'appelle la mosaïque de l'aigle de Jupiter, donc de Jupiter ou de Zeus, hein, Jupiter mythologie grecque et mythologie Voilà, romaine. ça. Non, elle va arriver, c'est un aigle qui est au milieu et on a deux nageurs qui sont sur le côté. En tout cas, Elle- c'est des mosaïques. On ça, voit c'est des bien mosaïques algériennes l'étincelle qui avec sont toutes ces réparties couleurs. à travers le territoire national. Il y en a partout. Il y en a dans toute la Numidie, il y en a en Césarée, il y a à Tipaza, il y a à Cherchel, il y a à Betna, dans les Aurès, il y en a partout. Ouais. Celle qu'on va voir arriver, ça c'est Sidi Msid. Sidi Msid, à l'origine, avant déjà l'Antiquité, hein, il a été détruit, il y avait le palais royal des rois numides, en fait, qui a été détruit par les Romains quand ils sont arrivés, et ensuite la colonisation a fait... Voilà l'aigle. Voilà. C'est la plus ancienne mosaïque numide. Elle date de 44-46 avant notre ère. C'est celle-là qui signe le savoir-faire. On va dire c'est un document Kaléidoscopique. Oui. Non, celle-là c'est avant le kaléidoscopique. Donc c'est les nageurs. Ça c'est ce qui forme la grande mosaïque qui ornait les bains, les thermes du palais royal qui se trouvait, il n'existe plus. Déjà les Romains, c'est eux qui l'ont détruit à l'époque des Romains. Donc quand ils sont arrivés à Cirta. Pourquoi elle est importante? Elle marque le savoir-faire déjà à la base. On sait qu'il y a des influences avec les puniques. Les couleurs sont différentes. On est sur du noir et blanc. On est sur des techniques, un savoir-faire qui va évoluer. Hein. On ne va pas dire que qu'ils étaient entre eux, enfin, qui n'ont pas été influencés par les Grecs ou par les Romains ou par tout ce qui se passait dans le monde. Non, pas du tout, ils n'étaient pas en marge. Ils avaient un savoir-faire et Ça. ils l'ont développé jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère. Donc c'était la romanisation, mais la mosaïque relevait des Numides. Ils avaient une technique, elle est unique. C'est une école. On peut la considérer, elle est considérée, documentée et attestée comme un savoir-faire algérien. Numide, algérien par extension. excellence, ouais. Oui, bien sûr. Et on devrait même l'inscrire. Pourquoi? Parce que c'était de véritables génies. C'était non seulement des artistes, mais les génies c'était des matheux, des gens qui avaient la maîtrise de la géométrie,
Donc imagine-toi, Zlij, bien avant ça fait plus de 2000 ans. Donc ils avaient la maîtrise de la géométrie et des mathématiques. Rien n'était laissé au hasard, ni la composition. Alors si on devait faire une comparaison avec la mosaïque de Carthage, on est sur, tu sais, le luxe, C'est ça. Le faste. le faste, le démonstratif, on montre, on s'exhibe, on montre les nobles en fait, les guerriers, contrairement aux Numides qui eux préféraient la représentation, tu sais, du végétal, du floral. On a des choses comme ça, aussi. et géométrique bien Et sûr. quand on voit la perfection du travail géométrique, et c'est fait avec des pierres, des tesselles, des tesselles, toutes c'est petites, quand même oui, voilà. oui. Une à côté de formidable, la l'autre. maîtrise technique. Alors, la technique, c'est 2, 3, 4 jusqu'à 6 motifs. Sinon, la technique géométrique, mathématique, on va dire, c'est 30-60. Comment ils disposaient les tesselles en forme triangulaire, bien sûr, de manière à ce que, en général, c'était, tu sais, pour décorer les salons, on va dire, les salons, les patios, les grands espaces qui étaient utilisés. Il fallait que tout le monde les voie quand on recevait des invités ou les maîtres de Et la quel maison. calcul Exactement. pour que ça tombe bien. Il faut savoir que la mosaïque s'est démocratisée au moment des Romains. C'est-à-dire qu'on en avait dans toutes les maisons, enfin les maisons des commerçants, des plus nobles. aisés, hein. Voilà, de toutes les castes, on voit pratiquement toutes les castes dans la ville. Donc, ils décoraient en général tous les espaces. Parfait. Oui, quand les salles à manger, quand ils recevaient pour les thermes aussi, Oui. il fallait qu'il y ait un bien-être. On les disposait de manière il n'y avait pas d'électricité. Donc il y avait des péristyles, comme des arcades. Quand le rayonnement du soleil faisait qu'on avait l'impression que les carreaux jouaient. Quand on marche, on a l'impression que les carreaux sont... Les tesselles, pardon. Oui, les carreaux Les de tesselles. faïence. Évoluer, c'est-à-dire qu'ils étaient en mouvement, on avait l'impression que c'était, quel que soit, pas après pas, on avait l'impression d'être sur un tapis qui y avait des C'est un vibrations, mouvement, ça veut voilà, dire en mouvement, mouvement. Et tout ça, c'est fait sur un calcul mathématique. Et on rapporte, donc cette technique, c'est le 30-60. En fait, c'est la disposition des tesselles de manière à ce que, à chaque fois que tu évolues sur un pas après pas, tu puisses admirer la mosaïque. Ils ont aussi créé un relief. C'est une variation, on pourrait appeler ça un camailleux. En général, c'était du gris vers le noir. Le noir était beaucoup utilisé, on les reconnaît dans le fond, justement les mosaïques numides. Et aussi du rose, par exemple, vers le rouge. C'est ce qu'on appelle Pastel, un dégradé. dégradé. un dégradé et aussi la 3D. C'est l'ancêtre de la 3D, tout simplement. Donc, la technique des Numides pour la mosaïque, on peut, nous, à cause de la colonisation, et ce qu'ils ont mis les Français à l'époque en avant, c'était bien sûr le côté européen, c'était bien sûr les Romains. Mais en fait, le travail, il était numide. Donc, on peut les appeler, c'est pas des mosaïques romaines, ce sont des mosaïques romano-africaines. Ah, d'accord. Parce que c'est l'Afrique du Nord. Et c'est une... Ben si. Ouais. Si, oui. L'Afrique, l'Algérie, la Numidie. Ben oui, c'était... Massinissa était le roi africain. Voilà. À l'époque, on ne disait pas algérien, mais voilà. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut... La 3D, exactement, et l'interactivité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, c'est pas la même mosaïque qui se fait aujourd'hui avec les mêmes carreaux. Ils taillaient dans la pierre dans un premier temps. Ensuite, il y a eu des évolutions par rapport aux techniques, mais le savoir-faire reste numide. L'école, elle est numide. Et on doit avoir une école aujourd'hui de la céramique, de la mosaïque, pardon, Ça fait même romano-africaine, effet voire de numide. l'œil Hein. aussi, et 3D. Oui, la Algérie Post a fait beaucoup d'impressions, de publications, de diffusion de timbres concernant les mosaïques parce qu'elles sont toutes magnifiques. Magnifiques. En Il y tout a cas classées, de grands artisans, même pas des artisans. Classé. Donc quand on va, alors elles sont localisées principalement à l'est, donc la Numidie c'est à l'est. On a Timgad bien sûr, on a Sirta, on peut les voir au musée, on peut les voir aussi à Lambésis. Voilà. Djimila aussi dispose de plusieurs mosaïques. Il faut les regarder différemment. Il faut prendre le temps de les regarder.
et pour rendre hommage aux artisans, au savoir-faire des En tout Numides. cas, magnifique pour tous ceux qui ont travaillé sur les mosaïques. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire un reportage sur la restauration des mosaïques. En tout cas, c'était magnifique. Bravo Juste, à toutes je ces peux personnes. rappeler la source. J'ai travaillé sur, donc, entre autres, hein, donc, l'archéologue Blanchard et l'étude pardon, qui a été faite par Aïcha Malek et Bernard Parazis sur la mosaïque, je vais y arriver, kaléidoscopique. Je l'ai Très prononcé bien, correctement. bravo Samira, merci beaucoup. Voilà, c'est super. On a pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui sur nos mosaïques, encore une fois, notre patrimoine. Merci beaucoup à vous deux. Et puis à plaisir lundi pour prochain, Inch'Allah, bien, vous allez suivre un petit peu notre programme tout de suite avec la Journée mondiale des zones humides. Et on y plonge tout de suite avec ce reportage signé Badeha Armarni qui nous emmène du côté du lac de Temesguida, du côté de Médéa, à 1604 mètres d'altitude, du côté du Djebel. Donc on va le voir tout de suite à travers ce reportage. Au cœur des monts de l'Atlas télien, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, le lac de Temesguida offre un havre de paix naturel. Ici, loin de l'agitation des villes, familles et adeptes de plein air trouvent calme et détente. Lors du tournage, la nature a offert un cadeau inattendu. Le brouillard s'est invité sur le lac, enveloppant les lieux d'un voile de mystère renforçant la magie du site. بحيرة الضاية هي بحيرة طبيعية بامتياز أو تدعى ببحيرة تمسجيدة تقع Le lac Temesguida est un site naturel par excellence. Il est limité au nord par la commune de Ouad Roumana et au sud par la commune de Temesguida. À l'ouest, la commune de Boumedfa et à l'est par le mont Mouzaya. Contrairement à d'autres lacs qui se situent au même niveau que la mer, ce site est perché à plus de 1230 mètres d'altitude. Sa superficie est de 5 hectares. À cette époque de l'année, ce lac se remplit des eaux de pluie et des fontes de la neige. En été, le volume des eaux diminue, mais la beauté du site reste intacte. Ce site est riche en biodiversité, en faune et en flore. Il se caractérise aussi par son climat humide. Autour du lac, 57 espèces végétales, dont des arbres centenaires, le chêne vert et liège, ainsi que le pin d'Alep ou encore le rosa canina et l'aubépine, et dessinent un paysage qui respire la vie, constituant un écosystème riche qui supporte et abrite une diversité étonnante de flore et de faune. Les eaux du lac accueillent une vie animale discrète mais essentielle. Plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs viennent y trouver un refuge saisonnier. C'est un lac de haute montagne. Il constitue aussi une station pour quelques oiseaux migrateurs pour leur approvisionnement en eau et en nourriture. C'est aussi un refuge pour d'autres animaux terrestres tels que quelques mammifères comme l'hyène rayée, comme le loup doré ou le singe magot qui est l'animal ou l'espèce emblématique du parc national de Chréa. Donc c'est une région protégée. Plus qu'un simple plan d'eau, le lac de Temesguida est un symbole, celui de la nature méditerranéenne. Cette zone humide est nichée dans le parc national de Chréa, un des plus anciens d'Algérie. Son rôle socio-écologique est mis en avant par la Direction nationale des forêts qui œuvre à l'inscrire officiellement sur la liste des sites Ramsar. Au regard de sa richesse en biodiversité, le parc national de Chréa a préparé un dossier pour son classement sur la liste de Ramsar des zones humides. Donc c'est une région qui est protégée et qui doit être protégée car beaucoup de menaces guettent cette région. Parmi ces menaces les plus importantes, nous avons l'anthropisation ou le tourisme non contrôlé. S'étendant sur 5 hectares, le lac de Temesguida est un lieu de détente, un refuge pour la biodiversité et surtout un joyau naturel à chérir. Sa conservation n'est pas seulement une nécessité scientifique, mais un acte de responsabilité collective pour les générations futures.
Voilà, de retour sur notre plateau, vous avez pu voir donc ce reportage, ce beau reportage sur Temzghida, en tout cas avec ce beau paysage et impressionnant Djebel Mouzaya qu'on a pu voir à travers donc ces images de Bedia Amarni. Et là, nous allons donc évoquer cette journée mondiale qui est célébrée partout dans le monde chaque année, tous les 2 février, avec nous des invités qui vont nous parler donc de leur travail au quotidien. Il s'agit donc de Madame Moufida Lamèche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mec, vous êtes donc sous-directrice à la préservation et valorisation des écosystèmes, où vous représentez le ministère de l'Environnement. La qualité. Et avec nous également Madame Samira Beya Maziz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation. C'est le mec, vous êtes conservateur des forêts. Conservateur général des forêts. Voilà. Vous avez donc beaucoup d'expérience dans ce domaine-là depuis quelques années déjà. Oui, 32 Vous ans. avez, voilà, 32 ans. Vous avez fait donc l'école d'agronomie, l'INA, oui, l'époque. Oui, à l'époque, oui, les années 80. Oui. Et bien sûr, département, j'ai fait forêt. Forêt. La spécialité forêt et sous-spécialité gestion et protection de la nature. Et vous en avez vu passer des journées mondiales des zones humides. Oui, énormément. Voilà. Énormément. On va en parler. Alors, en tout cas, cette année, c'est sous un thème particulier. Aujourd'hui, on doit le mettre en avant. C'est le patrimoine. C'est cela. Oui. Toute une thématique autour de la protection de notre patrimoine, parce qu'on parle d'oasis avant tout. C'est cela. Donc voilà, donc cette année c'est sous le thème c'est les zones humides et tout ce qui est savoir-faire traditionnel. Donc c'est la thématique de cette année. L'Algérie, donc chaque année, elle célèbre la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale des zones humides. Voilà. Donc, je peux peut-être donner une définition des zones humides. Bien sûr. Donc les zones humides, vous savez, l'Algérie, donc du nord au sud, il y a une diversité des écosystèmes. Donc nous avons une diversité d'habitats et au niveau de chaque écosystème, nous avons des zones humides. Donc il y a une diversité de zones humides à l'échelle nationale. Et les zones humides, ce sont des zones où se trouve l'eau. Donc cette eau, elle est soit des eaux douces, des eaux salées, des eaux saumâtres. Donc ce sont des eaux qui sont artificielles, naturelles. Donc ce sont des eaux qui se trouvent en surface ou bien proches de la profondeur du sol. Et au niveau de ces zones, donc il y a une diversité biologique. Il y a de la faune et de la flore. Et de la flore. Et c'est ce qui nous intéresse justement. Ce qui nous intéresse, on voit qu'il y a vraiment une diversité typologique de ces zones humides au niveau national. Voilà, et c'est important parce que quand on dit zone humide, il y a la vie, carrément. Et quand on dit la vie, il y a cette diversité donc de la faune, de la flore, et ça fait la richesse de notre écosystème et de toutes nos régions, bien sûr, importantes. Alors, ce qui est important, je voulais juste donner le nom pour montrer donc la richesse des zones, donc la diversité des zones humides au niveau national. Nous avons 2375 zones humides, donc à l'échelle nationale, c'est un nombre donc, très très important. Parmi ces zones, parmi ce nombre, certains sont 319 sont artificielles et les autres, donc 2056 sont des zones humides qui sont naturelles. Voilà, et bien sûr, certaines sont classées, d'autres pas encore. 50 sont classées. Il y a 50 zones humides qui sont classées zone Ramsar. C'est un label, donc c'est une classification internationale. Parce que bon, la convention de Ramsar, donc elle a été signée en 71. Oui. Donc elle a signé en 71 au niveau d'une ville iranienne, donc Ramsar. Et puis l'Algérie, donc elle a ratifié en 82. Donc elle a des obligations vis-à-vis de la convention concernant la protection de ces espaces et l'élaboration donc d'une stratégie à l'échelle nationale. Protéger ces zones Ramsar. On en connaît, il y en a certaines plus célèbres que d'autres et qui en font aussi cette diversité, cette richesse. Ce sont donc des passages, des couloirs aussi, donc de passages de nidification aussi des oiseaux. C'est très important parce que quand on dit zone humide, on dit la vie. Et s'y développe, et des chercheurs y travaillent, des scientifiques font leur mémoire sur ces zones humides. C'est beaucoup de vie autour donc, de ces zones humides. Voilà, donc j'avais dit que nous avons donc une diversité donc, de faune et de flore donc, au niveau de ces zones humides. Également, donc, il y a beaucoup de chercheurs à l'échelle nationale qui travaillent donc, sur des espaces. Il y a lieu donc, de les protéger et de procéder donc, au classement de ces espaces. Tout à fait, notamment les étudiants, n'est-ce pas, en agronomie, qui font souvent leur mémoire sur certaines de ces zones, parce que vraiment là, c'est très riche, c'est très riche. C'est des pôles
d'excellence. fragile et Alors, riche en matière. vous, au niveau donc, de la Direction générale des forêts, c'est un peu plus donc, dans la vulgarisation, faire connaître au plus grand nombre donc, qui nous regardent, qui touchent autour donc, de la nature, qui sont dans la nature, les sensibiliser surtout à cette zone humide, qu'ils Justement. comprennent leur environnement proche. Justement, en matière de sensibilisation et beaucoup plus, la DGF en tant que pôle, en tant que point focal de gestion des zones humides, a entrepris une stratégie. C'est dans le cadre d'une stratégie pour la sauvegarde de ces zones et la bonne gestion de ces zones humides, entre autres l'élaboration d'une stratégie nationale pour la sauvegarde de ces zones. Il y a aussi la création d'un réseau observateur ornithologique. C'est des zones de passage aussi pour les oiseaux sédentaires et même pour les oiseaux migrateurs. Et le classement de 50 sites sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Il y a aussi la mise en œuvre d'un programme d'éducation et d'information, donc avec les créations des clubs, oui, les clubs verts. Il y en a de plus en plus avec oui, les associations. Oui, les associations. Ce qui est important, c'est que les enfants s'y intéressent de plus en plus aussi. On les voit, des sorties pédagogiques, des sorties donc récréatives pour leur permettre de s'enquérir un petit peu d'informations autour de notre nature. Justement, nous avons le meilleur exemple à donner en matière de sensibilisation, c'est la zone humide de Raya, du lac de Raya, qui a bénéficié d'un centre d'éducation et de sensibilisation du grand public qui reçoit énormément d'élèves entre CEM, entre primaire, CEM et lycée, et même un centre d'éducation pour adultes. Justement, c'est pour encadrer les chercheurs et les mémoires en matière pour des mémoires qui travaillent sur ces zones humides. Sur ces zones humides. Voilà. Encore une fois, pour connaître bien sûr les espèces endémiques, les espèces qui n'ont pas encore été découvertes et les classer encore une fois selon les règnes bien entendu. Alors cette année, ça va être célébré du côté de Colo. Oui, donc il y a Madame la ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie qui s'est déplacée avec une délégation donc, du ministère justement pour le classement du massif de Colo. Donc il y a eu une étude de classement qui a été initiée par notre département ministériel. Donc il y a le 25 janvier, il y a la commission, parce qu'il y a une commission à l'échelle nationale, il y a une commission qui valide les études de classement. Elle est présidée par le ministère de l'Environnement et co-présidée par la Direction générale des forêts. Donc l'étude a été présentée, il y a eu une acceptation, une validation de l'étude de classement. Justement aujourd'hui, ça va être une sortie sur terrain pour voir le massif de Colo qui va vers l'objet de classement en aire protégée. C'est bien. En aire protégée, au niveau de cette zone, il y a une richesse, donc il y a une richesse de biodiversité, une richesse animale, végétale, parce qu'il y a une partie marine sur 5000 hectares et une partie terrestre sur, je crois, sur 40 000 hectares. Et le massif, quand on dit massif forestier aussi, une zone c'est un massif forestier très riche, donc il y a le singe-mango au niveau de la zone, il y a par exemple au niveau marin, donc il y a la Posidonie, qui est une espèce aussi protégée. Il y a donc il y a pas mal d'espèces protégées. Il y a des espèces protégées de flore. Il y a, je crois, 14. Il y a des espèces de mammifères aussi qui font partie de la liste des espèces protégées qui se trouvent donc au niveau de la région et aussi de l'avifaune. Voilà, c'est donc important. il y a un nombre important d'avifaune, 41 espèces protégées qui se trouvent dans la liste protégée, qui se trouvent au niveau du massif de Colo. Donc c'est un massif qui mérite une protection. Donc c'est une première étape. Donc justement, ça va être la sortie et la présentation donc sur le site de l'étude et la visite bien sûr du site par Madame la ministre. On est toujours heureux quand on présente nos émissions et on parle de notre végétation, notre nature et tout, d'entendre parler de classement un parc naturel ou carrément une zone humide. Ça encore une fois, ça prouve le sérieux aussi de toutes ces personnes qui travaillent pour essayer de classer, d'enregistrer et surtout
pour la sauvegarde de ces espèces et de ces zones. On parle aussi, donc on revient sur la thématique, qui est une thématique très importante, zones humides et savoirs traditionnels célèbrent le patrimoine culturel. Vous m'avez dit, donc, les oasis sont... Oui. Donc, c'est un type donc, de zone humide. Les oasis, c'est une typologie particulière. Bon, l'Algérie peut-être à d'autres pays, mais il y a d'autres pays. Donc, au niveau des oasis, je prendrai par rapport à la thématique, je prendrai le cas des Foggara. Donc, le cas des Foggara, qu'on connaît, donc c'est un partage d'eau intelligent. Voilà, c'est un partage d'eau intelligent au niveau de ces espaces, au niveau donc des oasis. Il y a le système de Khassaria ou de Mouchta qui fait un partage pour chaque personne qui habite donc dans la proximité des oasis. Oui. L'Elma, c'est un métier à part entière, bien sûr. Oui. Et ce sont donc des forages qui sont faits dans la joie et tout. C'est une tradition, encore une fois. C'est vraiment formidable de pouvoir, en tout cas, parler de zones humides à travers les Foggara et des oasis. Des oasis, oui. Oui, j'avais dit que c'est une typologie donc, particulière. Et aussi la population. C'est vrai qu'on parle ces dernières années beaucoup des peuples autochtones, communautés locales. Oui. Bon, c'est une terminologie. Nous, on parle de population locale, mais au niveau, par exemple, je parle de la Convention, de la biodiversité, qui est donc, dont on parle des zones humides aussi, au niveau de la Convention que l'Algérie a ratifiée. Il y a un programme spécifique donc, aux peuples autochtones et communautés locales. Et ces populations au niveau local et au niveau national ici, donc chez nous, ces populations, donc, elles font de l'agriculture à proximité, donc, des zones humides. Donc, elles pratiquent aussi une richesse. Exactement, c'est une richesse. Elles pratiquent aussi donc c'est une pêche durable. Donc, la population locale, elle vit en harmonie avec ces espaces qu'elles utilisent quotidiennement. C'est une harmonie, c'est un savoir-faire et surtout c'est protéger tout en laissant l'équilibre, voilà, et laissant l'équilibre bien sûr comme il est. Voilà. Bien entendu, le respect, bien entendu. Alors, on va parler aussi de toutes ces espèces. On a parlé des oiseaux migrateurs. Là, encore une fois, c'est la spécialisation aussi donc, de la Direction générale des forêts avec toutes ces espèces aussi arborées qu'on connaît. Oui. N'est-ce pas, au sein donc, de toutes ces forêts, vous connaissez bien le massif de Colo, j'imagine, et ces espèces naturelles? Oui, bien sûr. Donc, le massif de Colo est bien connu à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et comme l'a bien dit notre collègue de l'environnement, c'est un massif qui était bien entrepris, qui est en étude, entre un travail bilatéral entre les services de l'environnement et la Direction générale des forêts présente sur place par la conservation des forêts de la wilaya de Skikta. Oui, c'est vrai. Et puis, par rapport aux espèces, il y a les plantes aromatiques comme médicinales au niveau du massif de Colo. Il y a aussi le lentisque. C'est ce que j'allais dire. Justement, on avait travaillé dans le cadre... C'est très connu, on avait travaillé dans le cadre d'un programme donc, sur justement l'organisation de la population autour du lentisque. Des huiles. L'extraction des huiles, mais ce que nous avons fait, donc nous avons appuyé donc la population à travers donc des formations. Il y a eu la création de plus de 12 donc coopératives féminines, justement pour l'extraction de cette huile et pour la vente. On les a accompagnées donc depuis l'extraction jusqu'à la vente du produit, même comment exposer le produit, le packaging. Donc il y a eu un travail extraordinaire qui a duré pendant plus de 2 ans, donc pour accompagner ces femmes justement dans une aire protégée. On avait travaillé dans le massif de l'Edouk, on a aussi procédé à son classement. Et voilà, donc c'est important, bien sûr. Maintenant, les femmes, elles sont devenues autonomes, mais on avait mis en place des guides justement pour extraire donc la ressource biologique, mais d'une façon durable, car on est parti à extraire. Surveiller. Et limiter, bien sûr. Voilà. Et la Direction générale des forêts, elle procède aussi, je crois, à des plans de... Oui, l'installation de la fameuse pépinière de Gerbès qui produit plus de 2 millions de plants par an.
Voilà. Exactement. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est important donc de surveiller, de veiller et d'encourager bien sûr tous les savoir-faire, hein, aussi bien à la Direction générale des forêts qu'au ministère de l'Environnement. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été parmi nous. Un dernier mot peut-être? Oui, bien sûr. Moi, je dirais que les zones humides, autres comme espace très très fragile, il faut les sauvegarder. L'utilisation raisonnable et même pour une utilisation durable aussi, il faut léguer ce patrimoine aux générations futures. Voilà. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Je peux dire, donc c'est vrai que on avait parlé des zones humides, leur importance et tout, donc il faut aller vers le classement. Parce que nous avons des zones humides Ramsar, il faut aller vers des classements nationaux, mettre en place des unités des entités de gestion, et la mise en œuvre de la stratégie de la biodiversité et des zones humides. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, donc il faut aller vers et mettre aussi des financements pour la sauvegarde de ces Exactement. Si vous permettez, justement, c'est dans le thème des zones humides, de cette année, les zones humides et les savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel de notre part. La Direction générale des forêts vient de célébrer la journée du 2 février au niveau de la wilaya de N'Ama. Cette wilaya de N'Ama, elle représente 4 zones humides très très différentes entre Chott Shargui, entre Aglet Daïra, entre l'oasis de Tiyot. Donc vous voyez, ces zones humides sont liées étroitement avec les communautés locales et la population qui survit avec les travaux le pastoralisme. Et le savoir aussi, hein, le savoir des ancestraux, le savoir-faire sur l'utilisation et la sauvegarde des milieux naturels. Rationnel, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames. En tout cas, vous avez complété ce qu'il fallait dire, en tout cas, à travers cette journée mondiale des zones humides. À très bientôt. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On va aller du côté d'une belle oasis. Cette fois-ci, on va aller du côté de Gherdaya, voir cette destination qui est une destination des plus prisées en ce moment par les touristes et les visiteurs donc de la région. C'est un reportage signé Meissa Bouahla et on se retrouve juste après. Mohamed est un touriste malaisien venu tout droit de Kuala Lumpur à la découverte de Gherdaya. En déambulant dans les artères de cette ville plurimillénaire, l'homme est séduit par son architecture unique et ses traditions ancestrales. Gherdaya est une ville très accueillante. Il y a tant à découvrir ici. Un peuple chaleureux, une gastronomie savoureuse et une atmosphère paisible. C'est ma première visite à Gherdaya, une ville magnifique au patrimoine architectural unique et aux traditions riches. Les habitants sont chaleureux, les prix raisonnables et la richesse culturelle attirent les visiteurs. Tout est magnifique. Les habitants accueillants, l'artisanat et l'ambiance authentique des marchés font de la ville une étape mémorable pour tous les visiteurs. J'ai visité la grande mosquée et le marché rempli d'objets anciens et d'artisanat local. Ce magasin est spécialisé dans le tapis, mais on peut y trouver de la dinanderie, des tableaux de Gherdaya, des porte-clés et des portefeuilles. Chaque coin raconte une histoire, faisant de cette ville un lieu inoubliable pour tous ceux qui la découvrent. Voilà, on la retrouve comme à chaque fois avec beaucoup de plaisir. C'est Nasrine Bourahla qui est avec nous. Bonjour Nasrine. Bonjour Amel. Comment ça va? Je vous remercie infiniment. Toujours. On a l'habitude de vous voir l'Aïd, on a l'habitude de vous voir quand il y a de beaux événements. Je suis très ravie d'être parmi vous et partager ce beau plateau, plein d'énergie positive avec vous. Je vous remercie infiniment. C'est gentil. En tout cas, vous êtes là pour nous parler d'un beau spectacle. Alors, le 5 donc, de ce mois de février, au TNA, au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, il va y avoir un très beau spectacle. C'est une comédie musicale. Une comédie musicale, tout à fait, intitulée Khatem Zair. C'est cela, Inch'Allah, vous serez nombreux parmi nous. Cette fois-ci, Khatem Zair, c'est une quand même représentation assez spéciale,
vu qu'on a décidé que tout l'argent qui sera ramassé, les tickets, la billetterie sera versé pour l'association El Fajr pour les malades cancéreux. Voilà, et j'espère vous voir très nombreux, partager ce moment culturel et humanitaire aussi, pour déjà aider et faire aimer à nos enfants ce genre d'initiative, c'est très très important. C'est se pencher vers les autres, exactement, les gens qui souffrent, et les sensibiliser, c'est très bien. Parce que pour la plupart, ce sont des jeunes enfants. Oui. Ils débutent dans ce domaine musical. Que vous entraînez, que vous encadrez surtout à travers l'association Ahl El Fen. Ah oui, c'est ça, Amel. Alors, comme j'ai dit, c'est une première. C'est le réalisateur, le jeune Shakir, qui a fait le scénario, qui a fait la réalisation, et toute une équipe derrière lui avec des artistes, de jeunes artistes. Et ils imaginent beaucoup de belles choses, ils créent, voilà. Et maintenant, je dis, la scène leur appartient. On leur donne la chance déjà pour s'épanouir et de... Ils sont très doués, hein, les enfants. Oui, les jeunes. on essaye, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y aura avec nous un guest qu'on aime et on adore, on respecte beaucoup. C'est notre artiste Hamidou qui a accepté de partager cette belle scène avec des jeunes enfants. Il faut juste souligner que ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Malheureusement, je le remercie infiniment sur ce plateau-là et je le dis vraiment, Rabbi Inch'Allah yatalla sasek ou shanek, parce qu'accepter des enfants, que ça reste leur âge entre 7 ans et 20 ans, quand même qui seront sur scène pour faire l'orchestre musical qui se compose de 35 musiciens, mine de rien. Et avec nos artistes, bien sûr, nous aurons Louisa Nahar parmi nous, la jeune artiste Baraka, voilà, la jeune artiste Baraka aussi, Zornat Layali, avec un chanteur vraiment très très doué qui nous vient de Constantine. Aussi, c'est Mohamed El Bey. Voilà, on essaye de représenter un petit peu de tout. L'Algérie en général, avec l'humour bien sûr, parce qu'on garde dans l'humour. Et les traditions, que ce soit dans l'habit vestimentaire, ou bien la musique, ou bien les traditions qu'on a l'habitude de voir dans nos régions. Et à travers aussi vos différents spectacles. On a l'habitude donc de vos spectacles, ça se passe toujours bien. Les enfants sont bien coachés. On arrive à avoir aussi un spectacle de qualité, donc de niveau aussi, à travers donc le travail que vous faites régulièrement avec tous ces enfants. Merci beaucoup, Anne. Plusieurs âges. Oui, exactement. Il n'y a pas d'âge limite, mais pour la scène et tout ce qui se représente sur la scène, j'y tiens vraiment que ce soit par des jeunes et des enfants, comme ça pour montrer, c'est pas pour prouver, mais juste pour montrer que la jeunesse est capable, elle peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire avec si peu de moyens, faut le souligner, parce que c'est pas, comme on dit, une subvention ou bien de l'argent monstre pour pouvoir réaliser ses rêves, pas du tout, juste l'ambition, l'amour de l'art. C'est pas la première fois que vous faites de la comédie musicale. Oui, on avait déjà fait l'expérience avec le Harrez l'Andalousiria il y a 3 ans de cela. Et à chaque fois au Théâtre National Mahidi Mbachtarji, que je remercie infiniment les responsables, M. Yahyaoui, Mme Saada et toute l'équipe technique, ils ouvrent leurs portes pour Ahl El Fen, nous encourager, nous donnent la force déjà. Mme Saada qu'on salue particulièrement, parce qu'elle est toujours à nos côtés. Oui, aussi. exactement. Nous, en tant que journaliste dans la communication, elle répond toujours présente. On l'embrasse bien fort en tout cas. Exactement, c'est vrai, voilà. Et c'était toujours un sold out pratiquement au Théâtre National. Et cette fois-ci, on s'est dit, la continuité de l'histoire, Al-Harrez Andalousiria, c'est Khatem Dzaïr, le voyage avec l'Adouja qui va voler la bague précieuse que la Chiq a offert à Awisha. Pour tester son amour, s'il est toujours fidèle avec elle. Et le voyage va commencer voilà, au territoire national algérien. D'accord. Voilà. En tout cas, de belles choses, un beau spectacle qui va durer, donc ça sera le 5, ça sera au théâtre à partir de 19h. À partir de 19h. Oui. Ça va durer combien Entre 2h et 2h10 le voyage. On a essayé de rétrécir, mais comme l'Algérie est immense avec son savoir et sa culture, on ne peut pas négliger quelque chose. On a pris l'essentiel de chaque région pour les faire connaître à notre cher public. Voilà, je remercie infiniment notre ministre de la Culture, Madame Dr Bendouda, et aussi notre ministre aussi de la Jeunesse, Monsieur Hidawi, pour le soutien, et aussi la direction de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya d'Alger pour le soutien, et tout le monde
qui a participé pour la réussite de ce spectacle, de près ou de loin. Je vous remercie infiniment. Eh bien, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Bon courage. Je sais que vous avez une émission télé qui vous attend aussi. Oui. Vous allez partir, en tout cas, pour rejoindre et surtout communiquer autour de ce spectacle. En tout cas, Nesrine, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. C'est moi, À très Amel. bientôt. Vous êtes un amour. Je vous remercie infiniment. Canal Algérie, je vous remercie. Espérons vous voir parmi nous, nombreux, le 5 février à partir de 19h. Très bien. En tout cas, on vous laisse repartir et puis on va se retrouver avec nos invités. On va dans un moment donc retrouver donc nos invités, mais sinon Nesrine, en tout cas, on la connaît bien et surtout l'affiche. On voulait absolument vous faire passer l'affiche. Ah, Voilà. super, oui, merci beaucoup. Merci. C'est fait. Merci beaucoup Nesrine et à très C'est moi. bientôt. On vous laisse repartir. On se retrouve dans un tout petit moment juste après cela. يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكي يوم لي بتبات ليش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيد من عذابك بركات تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح سكلي في الذات التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات دخلت للقاعة صفقوا عليا طلع الستار والضوء تفات كنت روحي في تمثيلية ديكور خوف ودمومات طمعتيني ودرتي عليا عندي جدي بالصحمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعلمي فيا غير بشوية عيد وعذابك بركات شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وضيعات مالو عز قصور وسرايا العز عليه بالألوفات اغفل غفلان قلبي الحية في ليلته ما صب وين بات ذوقتي فلان أحسن لو فاك يا وفلان شماختي لو لفتات فلان حرمتيه من الدرية وحياته من الفرحة اخوات فلان طلق زوجته المسكية زعف لما جابت له البنات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي تبات علاش هكذا حقدة وسنية ضلي تبدلي في الصفات تعبي فيا غير بشوية عيد وعذابك بركات المسجون يرجع الحرية بدقيقة يحسب الأوقات الشهر يحلم بالشهرية يا حليل ولا وليدات كبدت المويمة بشوية واش سهرت واش ربات على وليدها بدل جنسية عاجبو زين الروميات خلى يمه وحدانية من البكا والحرق النعمات هاشي بين رجولية بعث لها زوج محرمات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقاعد حدايا واحكيهم لي بتبات علاش هكذا حقدة وسنية ضلي تبدلي في الصفات تعبي فيا غير شوية يتمع ذابك بركات يا حسرة عليك يا دنيا يا حسرة Une très belle reprise donc de la chanson Ya Hasrah Alik Ya Dunya de Kamel Messoudi Allah yarhamou. En tout cas reprise par deux grands noms de la chanson Hamza Namira
et Amine Babylone. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette belle balade musicale. On les reçoit comme chaque fois. On adore recevoir les étudiants. Ils sont jeunes, ils sont beaux et surtout, ils sont doués, il faut le dire. Alors, il s'agit donc de Mohamed Nazim Sahdi. D'habitude, je commence avec les femmes, et là, aujourd'hui, j'ai commencé par vous. Vous êtes le premier sur ma liste. Mohamed Nazim Sahdi, Oui, c'est ça? c'est Nazim Saïdi, exactement. Vous êtes étudiant en informatique, c'est Oui. ça? Vous êtes en deuxième année? Deuxième année, ingénieur en informatique. Voilà, ingénieur informatique. Et Inel, qui a un très joli prénom, Inel Hadj Issa, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci pour Étudiante l'invitation. aussi en informatique, vous êtes en deuxième En robotique. année master, robotique. Oui, deuxième année master, robotique, automatisation des systèmes à l'USTHP. Vous êtes doués en informatique tous les deux. Vous êtes étudiants et vous allez nous présenter en tout cas un hackathon. Alors, on est habitué ces dernières années à entendre parler d'hackathon à différents niveaux universitaires. Cette fois-ci, c'est chez vous que ça se passe, un hackathon qui va se dérouler du 5 au 8, c'est ça, février, durant lesquels, donc c'est durant ces jours-là, vous allez travailler et plancher sur une problématique d'une entreprise, c'est cela? Exactement, mais d'abord, avant de commencer de parler du hackathon, on va d'abord vous parler du club. Oui, Voilà. oui, vous faites partie d'un club, un club scientifique microclub. Microclub, Voilà. qui est basé à l'USTHB. Nous D'accord. sommes le tout premier club scientifique à être créé en Algérie. On a D'accord. été élu meilleur club national par monsieur le président Abdelmajid Tebboune en 2024. Voilà. Et on essaye de vulgariser l'informatique et l'esprit entrepreneurial dans pas mal d'événements et de formations qu'on fait pour les étudiants. Voilà, eh ben, c'est très Voilà. bien. En tout cas, la présentation du club est faite. Donc maintenant, vous allez nous parler du hackathon. Exactement. Alors, ce hackathon-là, c'est MicroHack. C'est la 3e édition qui aura lieu Oui. cette fin de semaine, jeudi, Oui. Inch'Allah. Mhm. MicroHack il n'a pas de thème précis. C'est-à-dire qu'à chaque édition, on essaie de partir sur un thème, un domaine différent, Oui. où on trouve des problématiques, des problématiques métiers. C'est-à-dire des D'accord. problématiques réelles, des besoins réels d'entreprise. Mhm. Cette édition va être basée un peu sur le domaine portuaire. On a un co-organisateur avec nous qui va nous aider sur... Et vous avez des sponsors et un sponsor en particulier? c'est le co-organisateur qui va s'occuper du côté financier. D'accord. Et également, ils vont nous donner des problématiques qu'ils ont eux-mêmes au niveau de l'entreprise, Oui. sur l'entreprise nationale. Et on va essayer, nous, de mettre en place l'environnement nécessaire à nos participants pour qu'ils puissent développer des solutions et faire sortir, que ce soit des logiciels ou bien des plateformes ou bien des agents IA ou D'accord. toutes sortes de technologies pour justement résoudre Alors, ces qui peut participer? Parce que est-ce que c'est ouvert à tous les étudiants ou uniquement au sein donc, des étudiants donc, de votre université, l'informatique seulement, les informaticiens seulement? Non, c'est ouvert à tous les étudiants et pas que d'ailleurs. Il y a aussi les nouveaux diplômés ou ceux qui ont commencé à travailler récemment et qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience. D'accord. Les hackathons, c'est une opportunité de développer ses skills Mhm. et d'essayer, c'est-à-dire d'apprendre à côté, puis de venir et d'essayer sur un terrain réel et en temps de pression. Parce qu'il faut savoir C'est qu'un vrai, hackathon, c'est vrai. c'est 72 heures de développement sans arrêt. Vous passez des nuits blanches carrément. hein. Exactement, c'est 3 ou 4 jours de nuit blanche sans arrêt où ils sont sous pression, ils essaient de trouver des solutions, ils passent par toutes les étapes C'est de ça. développement et qu'ils puissent sortir un produit C'est fonctionnel. formidable. C'est en tout cas une belle expérience parce que ça vous met carrément en immersion dans une problématique et vous devez trouver des solutions avec une pression. Ça, c'est pas facile. Vous vous mettez carrément dans le bain d'un employé. Voilà, c'est ça. Carrément. Et pourquoi pas aussi d'un chef d'entreprise hein, qui a une problématique à résoudre. Oui, voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, ce qui est bien, c'est que vous en êtes à votre 3e édition. Oui, c'est Donc, vrai. vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà participé à l'organisation? Oui, des 2 anciennes éditions et D'accord. la 3e aussi. Alors, quelle est la différence entre les 3? Je dirais, bon, cette année, c'est sur 4 jours. D'habitude, C'est plus court. Oui, c'est plus court. Cette année aussi, il y a des formations avant l'événement. D'accord. Voilà, des formations avancées dans le Docker et agent AI. Oui, parce Voilà. que cette fois-ci, vous êtes planché sur des problématiques au niveau portuaire, c'est ça? Oui, et puis, D'accord. les 2 formations, elles ont été axées sur des thèmes qui vont aider au développement des solutions. C'est-à-dire que le domaine portuaire, le Docker, c'est une technologie d'orchestration.
D'accord. le développement. Et les agents IA, bah, c'est un peu connu par tout le monde. Oui. Ce n'est pas des LLM comme on a le ChatGPT, etc. Mais c'est plus des intelligences artificielles qui aident sur les tâches quotidiennes et qui sont vraiment implémentées dans les solutions. D'accord. C'est-à-dire lié aux problématiques donc, portuaires, c'est cela? Voilà, Si je comprends bien, c'est ça? Exactement. D'accord. Et bien entendu, vous avez donc travaillé avec des étudiants qui sont... Vous avez mis tout ça en ligne pour qu'on puisse s'inscrire? Oui, c'est sur la page Microclub sur Instagram. D'accord. Vous Et allez- ce qui est formidable, c'est qu'à la clé, parce que vous en êtes à votre 3e édition, donc les éditions précédentes, vous avez eu donc des lauréats, des gagnants donc, et ces gagnants, ils ont à la clé, en tout cas, l'opportunité d'être une start-up. Donc des solutions innovantes, vous apportez des solutions innovantes et ces gens-là vont pouvoir avoir leur propre start-up et gérer une petite entreprise. Lors de nos 2 anciennes éditions, on a pu avoir 6 startups. D'accord, c'est bien. Qui existent toujours? Oui. C'est très bien. Donc ce sont des étudiants pour la plupart qui ont Oui, carrément ce sont tous des devenus étudiants, leur propre. voilà. C'est bien. Et comment est-ce qu'ils font pour les financements et tout? Il y a donc des incubateurs? Oui, voilà, avec les incubateurs. Nous, on les laisse entre les mains des incubateurs et on se retire. Voilà, et ben c'est très bien. Ils sont dans quel domaine, par exemple? Toujours Oui, domaine de système l'informatique. Oui, voilà. D'accord. En fait, ça dépend. Il y en a plusieurs. Il y a le domaine de la logistique, il y en a le domaine du développement, tout court. Et puis ça dépend. On fait beaucoup de hackathons. Il n'y a pas que micro-hack. On a plusieurs hackathons et on en a fait. Bah, le club, il a cette année, je crois, 40 ans. D'accord. Il a 40 ans, oui. Donc on produit beaucoup de hackathons et il y a beaucoup, que ce soit des startups ou bien simplement des idées qui en émergent et qui après vont se concrétiser, ou bien comme cette fois-ci, c'est un peu différent des 2 éditions passées, on va proposer aux gagnants d'incuber leurs idées directement à l'intérieur de l'entreprise qui co-organise avec nous. D'accord, C'est-à-dire c'est qu'ils très nous bien. aident. Au lieu de faire sortir une start-up, bah, ils seront directement pris et pourront faire des projets de fin d'études après et Oui. continuer avec la dite entreprise de développer le produit. Une belle harmonie. Oui. Une belle harmonie avec toute l'entreprise aussi qui veille hein, et qui voit peut-être des futurs employés doués, rapides, excellents et surtout liés aussi avec l'intelligence artificielle, liés avec la technologie actuelle, c'est ça. Il faut faut évoluer avec son temps. Oui. Ça va vite, hein, l'informatique. Très, très Ça va vite, très, je très, dirais très même. vite. Alors, on n'a pas le temps de tourner la tête que déjà c'est fini, c'est déjà obsolète et il faut passer à autre chose. Oui. C'est ça. Faut Et donc, vous surfer là. travaillez. Il faut très vite se remettre en cause et travailler son informatique, n'est-ce pas? voilà. Se remettre à niveau, comme on dit. Alors, il faut parler aussi des membres du jury. Alors, comment vous choisissez vos membres du jury? Aussi, ça dépend. Ce n'est pas tout le temps les mêmes critères, mais pour cette fois-ci, on a 3 membres du jury qui vont directement venir de chez l'entreprise. Ça sera des jurys, ce qu'on appelle nous des jurys métiers. C'est ceux qui connaissent bien la problématique pour pouvoir juger la solution. Est-ce qu'elle puisse être fonctionnelle ou bien ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire développable sur la durée. Et puis on aura 2 jurys à côté. C'est nous qu'on va les inviter. Il y aura peut-être un jury qui va s'occuper de tout ce qui est design entre parenthèses, c'est-à-dire le user interface, l'expérience client, le graphique, est-ce que c'est bien conçu, et un 5e jury qui va s'occuper du côté du développement, c'est-à-dire du pur développement. D'accord. Eh ben, en tout cas, bravo. Vos enseignants, ils en pensent quoi? Ils vous aident? Ils sont contents de vous voir évoluer comme ça au sein du club? Oui, justement, ils essayent de nous aider, que ce soit les enseignants, l'université ou la fac de l'informatique à l'USTHB. Ils essayent toujours de nous encourager et de nous aider comme ils peuvent. En tout cas, bravo à vous. On est fiers de vous recevoir. Vous représentez l'Algérie aujourd'hui, donc de demain, et vous allez en tout cas nous aider dans toutes nos solutions informatiques. Voilà, bon courage à vous. On rappelle l'événement, c'est donc le 5 et le 8. Du 5 au 8 février 2026. Voilà. En tout cas, bon courage. Et puis peut-être un dernier mot, allez-y, rapidement. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et on encourage tous les étudiants et surtout les jeunes à s'impliquer dans les domaines à domaine qui sont en cours de développement et ne pas se disperser, leur vie surtout. Il faudra peut-être nous ramener les lauréats alors à ce moment-là. N'est-ce pas? Oui, Inch'Allah. Un dernier mot pour vous aussi, Inel? J'aimerais vous remercier de nous avoir invités et remercier l'équipe qui est en train d'organiser, que ce soit la team Hero, qu'on m'appelle, Shims, ou bien Nazim qui est le responsable de l'événement avec Johara.
et Linda qui est la responsable des relations externes. Voilà, tout est dit. Bravo. Merci beaucoup. Bonne chance à vous et à très bientôt. Merci à vous. Voilà, et bien on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle chanson signée Groupe Day, Leïla. On se retrouve juste après. تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ديك الصورة ما بغات تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تروح ما بغات تفارق بالي ما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تروح ما بغات تفارق بالي ليلى يا نجمة ليلى الليلة ليلتي يا ليلى ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى ليلى يا نجمة ليلى ليلى يا زينة ليلى يا ليلى كانديلا ضوي لي ليلى الغراب شعرها ولين كحلة تلالي زود الليل يزول بغرامها تجيني وتقعد قدامي ندوي بنوارها سهارة نورها صافي بالحناني دوك السوالف مسلسلين والخلخال طير نعاسي وكيف نواسي وكيف نواسي انا يا طار نعاسي يا ليلى لا تلومي حالي حبيبك ماما قولولي يا حبابي وناسي قرب لي ساسي يا ليلى. De retour sur notre plateau, on l'accueille comme à chaque fois aussi avec beaucoup de plaisir. Nos invités qu'on connaît, on connaît comment ils se battent au quotidien. Eh bien, c'est Farah Hassid qui est donc la fondatrice, enfin la présidente de la fondation et fondatrice aussi de la fondation Ilyes pour l'autisme. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour Amel, merci pour cette belle invitation. C'est gentil et on est toujours content en tout cas de voir qu'il y a des changements, des nouveautés et surtout une avancée aussi dans la recherche parce qu'hier on en parlait, il y a énormément donc, de recherche qui se fait dans le domaine de l'autisme ici même en Algérie. Absolument. C'est pas le premier point qu'il faudrait donc relancer, mais ce qui nous intéresse c'est de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'autisme. Oui, depuis des années déjà. Et depuis 10 ans, encore plus, depuis qu'il y a eu justement le lancement du plan national autisme. C'est ça. Et encore plus depuis 2019-2020, depuis que l'autisme est rentré dans le programme politique national. Tout à fait. Donc vous imaginez bien, tous les secteurs, tous les domaines sont en train de faire des recherches dans ce domaine, dans le domaine de l'autisme, ce qui est une excellente chose. Excellente chose pour ceux qui ont donc des enfants autistes. C'est vrai que c'est comment on appelle ça? C'est pas un handicap, c'est un caractère. Ça peut l'être. Voilà. Ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap. Oui, Enfin, dans la société, ça peut être un handicap. Absolument. Au quotidien, ça dépend bien sûr du spectre autistique, bien sûr, c'est comme ça qu'on dit. Oui, médicalement parlant, on parle de spectre du trouble de l'autisme. De l'autisme. Le spectre ne concerne pas l'autisme en lui-même, ça ne concerne que les, que les symptômes. C'est cela. Voilà, apparent, c'est voilà. tout. Mais l'autisme, c'est l'autisme. Il n'a qu'une seule définition. Exactement. Et pour cela, il faut se serrer les coudes, il faut travailler ensemble, il faut s'entraider, il faut énormément d'énergie et de force pour pouvoir donc affronter cette difficulté au quotidien, parce qu'il faut le dire, c'est une difficulté de prise en charge, d'apprentissage pour l'enfant et l'encadrer, bien l'encadrer. Et tout ceci doit passer d'abord par les parents. Par les parents, le trouble en lui-même est très complexe par rapport aux autres troubles connus. Bon,
je veux dire, tous les troubles sont importants, tous les troubles sont quelque part complexes, mais là, nous parlons de l'autisme, c'est très particulier. Il faut vraiment, vraiment rentrer dans la tête de l'enfant pour savoir s'occuper de lui. Et qui mieux le connaître que les parents. Voilà. Les parents, la l'encadrer. maman, tous ceux qui vivent avec lui 24 heures sur 24. C'est cela. Alors, il y a un beau projet qui va naître, c'est justement la création donc, du Centre national de l'autisme. C'est encore une fois, c'est une victoire pour tous ceux qui se battent au quotidien. C'est une victoire pour tous nos efforts, pour notre combat. C'est une victoire pour notre pays. Ouais. Parce qu'une fois installé, ce centre va être, je veux dire, une première, même sur un plan continental. Oui, pour ne pas dire mondial aussi. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'en enorgueillir. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Ça, si ce centre, je veux dire, s'il va relever en tout cas des défis. Relever les défis, c'est un centre en fait de référence pour que les gens comprennent. C'est un établissement public qui sera installé à Alger, qui travaillera sur la coordination et l'unification des méthodes de prise en charge, de dépistage, de diagnostic. Voilà, dans ce centre, on pourra faire des diagnostics précoces, mais aussi des statistiques. Il va y avoir une uniformisation aussi comment dire, la prise en charge. Non, de la sensibilisation, ce qui est très important. Nous-mêmes, nous avions, il y a quelques années, à chaque fois, envoyé des courriers au ministre de la Communication pour faire en sorte que la sensibilisation quant à l'autisme ne soit pas, je veux dire, donnée à tout le monde. Et là, c'est très important et c'est très pointueux. C'est ciblé. Ça ne peut être que positif, ça ne peut être que bien. Exactement. On parle donc de prise en charge au sein donc, de l'établissement, de cet établissement, Inch'Allah, mais je sais qu'au niveau donc, de la fondation, au niveau donc, des écoles, au niveau donc, des centres, au niveau donc, des associations, il y a différentes prises en charge qui se font au niveau de l'autisme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend du degré d'autisme. Donc chaque enfant est différent et les méthodes sont nombreuses. Au niveau mondial. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On copie les différentes méthodes, on essaye de les appliquer pour un cas ou un autre? Écoutez, l'autisme est universel. Nous n'avons qu'un seul autisme. Et donc forcément, il y a encore une fois beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches sur tous les plans, comme je vous l'ai dit, et surtout sur le plan génétique. Il y a la neurogénétique, il y a la neurobiologie qui est en train d'avancer. Les gènes de l'autisme sont séparés de beaucoup de troubles qu'on pensait être autistes, alors que ça ne l'est plus. Il y a des troubles qu'on dit sévères et lourds, qu'on attribue jusqu'à aujourd'hui à l'autisme, alors que ce n'est pas le cas, ce qui complique un petit peu notre travail, puisque on confond entre des syndromes dits lourds, comme le syndrome de Phelan-McDermid, le X fragile, le syndrome de Rett. Tous ces syndromes étaient appelés autisme dans le passé, ils ne le sont plus. Aujourd'hui, donc quand on parle d'inclusion, c'est qu'on arrive à dissocier, en tout cas, d'un symptôme à un autre. On peut l'appeler pathologie, non? Non, puisque ce n'est pas une maladie. C'est un caractère. C'est un caractère, absolument. Voilà. C'est une différence, c'est une manière de voir la vie qui est totalement différente de la nôtre, qui sort de la norme en tout cas. Exactement. On est déconnecté donc, de la réalité, en quelque sorte. En quelque sorte, nous la voyons différemment. Nous la voyons différemment. Ce n'est pas vraiment une Il faut choisir les thèmes pour bien expliquer Bien les sûr, choses. c'est très important. C'est très important, Voilà. la parole, la communication. Et d'ailleurs, c'est leur problème numéro 1, les personnes avec autisme, c'est l'interaction et la communication. On rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de recherches qui se fait au niveau donc, des universités, au niveau donc, des centres algériennes, bien sûr, et universités, concernant l'autisme. Ça tient énormément aussi dans le domaine donc, médical, mental. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est les spécialités qui prennent en charge l'autisme, qui sont les thérapeutes. C'est l'orthophonie, la psychologie. Il y a beaucoup de spécialités qu'on devrait mettre en avant et encourager, comme les ergothérapeutes, les psychomotriciens. Donc, quand on ouvre la porte à ces gens-là qui sont en contact direct, c'est eux qui aident l'enfant à évoluer. Ce n'est
pas le médecin, ce n'est pas une maladie. Donc c'est ni le psychiatre ni le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre peut donner son avis comme tous les autres évidemment, mais Les orthophonistes, ouais. mais il ne prend pas en charge un enfant autiste qui clair. n'a besoin ni de médicaments ni de médecins finalement. Donc ce sont ces universités. Il y a entre autres évidemment, nous avons la psychiatrie, la pédopsychiatrie qui a publié beaucoup de thèses de doctorat, et nous avons aussi des laboratoires de recherche comme l'université d'Alger 2, Tlemcen, enfin c'est dans tout le territoire national, on peut le dire, où on est en train de quand même de produire des thèses de doctorat intéressantes qui pourront nous aider aussi sur le plan local. Voilà. Et bien sûr, et travailler avec ce qu'il fait au niveau mondial, hein, parce que on est en même pratiquement diapason, il n'y a pas un pays plus avancé qu'un autre au point de vue peut-être donc de la recherche. Si, quand même, parce qu'il y a maintenant les laboratoires de la prise en charge. Ah oui, parce qu'au niveau des laboratoires de recherche, maintenant c'est mondial. Vous avez un laboratoire qui est localisé en Europe ou aux États-Unis, mais qui appelle tous les chercheurs du monde. C'est ce que fait l'OMS. C'est vrai. Vous avez des spécialistes algériens, des médecins algériens qui travaillent aussi à l'OMS. Exact. Donc c'est ce qui est bien. Là, nous avons, comment dire, c'est un effort humanitaire, mondial et humain, où toute la population travaille sur un seul thème, par exemple, l'autisme. Oui. Pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de prévalence différente d'un pays à l'autre, c'est pareil partout. Quand il y a des chiffres différents, c'est lié au diagnostic, au nombre de diagnostics finalement. Voilà. Donc c'est les pays qui savent le mieux diagnostiquer, qui ont le plus d'autistes d'ailleurs. Voilà, voilà. Et malheureusement, donc, ça continue, la recherche bien sûr est là, et les enfants, les parents souffrent, hein, il faut le dire, parce qu'ils souffrent, parce que la prise en charge est difficile. On ne trouve pas de centre, l'école doit accompagner les enfants, doit aussi être formé, pris en charge aussi au niveau donc, de l'apprentissage. Vous savez, les centres, pour être sincères et rationnels, les centres ne sont pas la solution. C'est quelque chose on devrait d'abord séparer entre la prise en charge et l'éducation et l'enseignement. On devrait, vous voyez ce que je veux dire? Quel sera le rôle du centre? Le centre de référence national de l'autisme qui va ouvrir ses portes, Inch'Allah, va aussi chapeauter des centres de prise en charge pour aider les enfants à évoluer, pour les préparer à l'école, pourquoi pas, etc. Donc c'est toujours bien. Exactement. Cela dit, l'école, c'est l'école. Les centres de prise en charge, c'est pour la prise en charge et pour aider l'enfant à s'améliorer, à s'adapter. Sinon, voilà, nous espérons quand même que tous les secteurs se mobilisent et travaillent ensemble, même s'il y a déjà la commission intersectorielle de l'autisme qui existe depuis 2016, qui travaille un petit peu sur ce sujet, mais nous aimerions quand même que le sujet de l'autisme et le dossier de l'autisme ne soit pas uniquement délégué à la solidarité, dont la spécialité est la charité. Oui. C'est vrai que c'est un effort de tous. Hein. Voilà. Il faudrait bien sûr, tout le monde doit travailler main dans la main pour essayer de trouver des solutions, aider un maximum, c'est vrai, la formation professionnelle aussi, par exemple, former donc des auxiliaires donc de vie, des accompagnements aussi, c'est important au niveau donc de la vie au quotidien dans les centres. Accompagner, c'est dur pour les parents tout seuls. Justement, les auxiliaires avec le ministère du Travail, nous demandons à ce qu'elles soient intégrées dans le code du travail pour qu'il y ait ce métier. Oui, c'est vrai que c'est important. Donc vous voyez, tous les secteurs sont concernés, même l'enseignement supérieur, la recherche, le transport, tous les secteurs sont concernés. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne nouvelle. On aura donc bientôt, Inch'Allah, ce centre, donc la prise en charge de l'autisme. Encore une fois, c'est une référence aussi pour la prise en charge et pour gérer toutes les associations. Et vous travaillez pour la Fondation, bien sûr, et j'imagine que vous avez énormément de travail. Une actualité peut-être au niveau de la Fondation? En ce moment, nous sommes sur l'autisme non verbal. Nous sommes en train de sensibiliser tant que peu
en nous basant justement sur les recherches faites en Algérie et dans le monde, afin de... ça s'adresse surtout à la population, hein, évidemment, puisque les spécialistes s'y connaissent. Donc, en nous essayant d'expliquer que l'autiste non-verbal n'a pas forcément des troubles cognitifs ou un retard quelque part. Il peut être non-verbal, comme il peut avoir aussi, comme tout le monde, je veux dire, un trouble du développement intellectuel, plus ou moins. Donc, nous essayons d'expliquer que l'autiste non-verbal a sa place parmi nous, a sa place à l'école, a sa place dans la société, et on doit aussi le prendre en considération parce que c'est la catégorie la plus dure, la moins comprise, je veux dire, c'est vraiment vulnérable, la plus vulnérable du fait qu'elle ne peut pas s'exprimer. D'ailleurs, comme vous le constatez, c'est le seul trouble, on peut dire handicap, parce que c'est handicapant aussi, qui ne se défend pas lui-même. Donc, c'est vrai. Voilà. Donc c'est très important de les prendre en charge, de prendre cette catégorie de la société en considération qui contient aussi des adultes. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, des adultes, ils grandissent, hein, ces gens-là. Et bien sûr, il faut aussi qu'ils aient un avenir. En tout cas, Farah, merci beaucoup d'être venue ce matin. Vous vous battez au quotidien. On salue votre combat tous les jours et avec vous d'autres personnes au sein donc, des associations, la Fondation et surtout au sein donc, de différents ministères pour ce qui est donc, de la prise en charge de l'autisme. Merci beaucoup, Farah. Merci à vous. Tout plaisir est pour moi. À très bientôt. Bon courage et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir pour l'inauguration, Inch'Allah. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis, n'oubliez pas, c'est Mariam Saïd que vous retrouvez juste après, donc Bonjour d'Algérie, dans l'émission L'Instant Matin. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. بغات تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ديك الصورة ما بغات تفارق بالي صافية مفتولة كي تشوف عيني تحلالي وما بغات تروح ما بغات تروح ديك الصورة وما بغات تروح ما بغات تفارق بالي